Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre décryptage politique de cette semaine. Vous le savez, les députés de la 8e législature seront installés dans leur nouvelle fonction et ceci dans quelques jours. Une nouvelle législature qui s'installe dans un contexte politique particulier, ce qui change complètement la donne comparativement à tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent sur la scène politique nationale. À quoi donc peut-on s'attendre de cette nouvelle législature? Et bien sûr, c'est la question que nous allons aborder au cours de cette émission qui a pour thème 8e législature, une évolution et une révolution. Et pour décortiquer ce thème, je suis avec notre consultant politique Maison Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est bien sûr moi qui prends la relève, bien sûr avec Romuald Houi qui se repose pour quelques semaines. Agapit Napoléon Maforican, vous êtes notre consultant politique maison et je le disais tout à l'heure, nous allons parler longuement et largement du processus politique qui a conduit à l'installation de cette nouvelle législature. Mais avant, on sait que l'actualité ces derniers jours a été peut-être cristallisée par les deux otages français, on va le dire les touristes français qui ont été arrêtés au parc national de Pendjari avec la mort d'un compatriote béninois. Ces deux touristes français ont été trouvés. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Oui, j'écris salut à tous nos téléspectateurs. Une pensée pour notre compatriote guide qui a trouvé la mort dans des conditions qui ne sont pas encore élucidées. Et dans cette prise d'otage, parce que c'est le mot, c'est l'expression, c'est une prise d'otage au sein du parc et qui a coûté la mort à notre compatriote. Heureusement pour les Français, les touristes ont été retrouvés. Et l'opération menée par la force militaire française a appuyé l'opération Bakar est en place dans la région, et appuyée par d'autres forces alliées, ont permis, donc l'opération a permis donc de libérer les deux otages, de libérer deux autres otages, une sud-américaine, une sud-coréenne et un américain, mais a coûté la vie, hélas, à deux soldats français de la marine française, ce qui est quand même déplorable. Vous voyez qu'en voulant libérer deux otages, on a perdu deux Français, deux autres vies. Donc on voulait sauver deux, on en a perdu deux. On a quand même libéré 4. C'est pour montrer, je mets l'accent là-dessus, pour montrer qu'il y a les principes. Pour la France, c'est pas admissible qu'on puisse aller prendre des otages. Et la France a une politique comme l'Occident, une politique de ne pas céder à ces genres de situations et est prêt à déployer des moyens parfois pour aller récupérer ces otages-là. Et dans l'opération de récupération des otages, il peut s'en suivre qui est mort d'homme. Et là, on se retrouve dans une situation qui paraît plus normale, qui est mort deux soldats, qui est libération des otages. Voilà, c'est beaucoup plus normal qu'il y ait mort de soldats, qu'il y ait des otages plutôt en main des terroristes. Quoique, pour l'opinion, pour le social, pour la pensée, pour l'humanisme et l'humanité, une vie demeure une vie, qu'elle soit d'otages ou de soldats, et on ne peut que se procéder devant la mémoire des soldats français qui ont perdu également leur vie. Ajouté à notre compatriote, je pense que cette opération, cette prise d'otage au parc Pendjari a laissé un bon goût vraiment amer. Et vraiment, la note, elle est lourde. Elle est lourde. Et ça intervenait aussi dans un contexte très délicat pour le Bénin. Oui, absolument. Les échauffourées ici. Oui, disons que le monde entier nous regardait déjà. Oui, bon, quoique moi je suis très cette affaire de le monde qui nous regarde me paraît très relatif. Pour moi, chaque peuple, chaque pays doit se donner les moyens de gérer la contingence du moment et de ne pas se confier trop à cette formule du monde qui nous regarde, des formats un peu trop stéréotypés qui ne donnent rien de particulier. Parfois complexés aussi. Il y a un certain nombre de principes élémentaires. La vie humaine est sacrée, c'est clair. L'État est régulateur des dynamiques sociales et communautaires et doit veiller à la sécurité des personnes et des biens. Voilà des choses qui sont communes à des États civilisés, à des États modernes. Et lorsqu'on est d'accord avec ça,
Lorsqu'on a vu la France aller vers Barkhane pour libérer ses soldats, on peut, sans vraiment faire sans disons mauvaise comparaison, on peut dire qu'on voit le gouvernement à un moment donné faire l'option d'éviter d'affrontements avec des manifestants et qui finalement débordaient parfois parce que des gens drogués ont commencé par prendre un peu la ville en otage et la population en otage, a été obligé de déployer la force armée. Vous voyez un peu, bon, il y a eu deux cas mais qui sont aussi pénibles à assumer, à accepter, parce que, comme je vous l'ai dit, la vie humaine est sacrée, c'est toujours difficile. Mais en même moment, entre deux mots, il faut parfois choisir le moindre, et c'est parfois, donc, vous voyez, donc hier, j'étais un peu en bas avec ces Français qui ont laissé leur vie en pensant à notre compatriote dont on ne sait pas vraiment comment, enfin, qui a été sauvagement traité par ces ravisseurs. On lit ça à tout ce qui s'est passé dans le pays. Et c'est vrai qu'on a eu à passer des jours difficiles. Justement, et on fait déjà la transition, on revient à l'actualité nationale avec ces nouveaux députés de la 8e législature qui seront installés dans les jours à venir. On pense peut-être à tous ceux qui ont peut-être rempilé encore, puisqu'il y a 38 anciens députés qui sont encore élus pour la 8e législature, 45 nouveaux députés. Ça fait un total de 83, dont 4 femmes. On va revenir en détail sur tout ça. Et le 28 avril dernier, le chef de l'État a affirmé, après avoir voté, que le pays avance. Est-ce que vous pensez la même chose? Absolument, je pense absolument la même chose. Le pays avance, c'est heureux qu'enfin le pays décolle. C'est heureux. Pour moi, le pays avance parce que on a beaucoup stagné. On a stagné, on a répété les mêmes choses, on les a ressassés par écrit, par discours, par conférence, par chanson, par allégorie. On a évoqué toujours une sorte de léthargie de la classe politique, d'une sorte de refus de voir les choses en face. On a eu des institutions mises en place, d'accord, mais une absence de dynamique politique et de vision prospective orienté vers le développement durable, qui fait que on avance péniblement mais sans savoir où on va. Lorsqu'un pays se targue d'avoir 200 partis politiques en disant que sa démocratie est dynamique, la première question c'est de savoir mais qui sont les membres des partis politiques, combien sont-ils, qui paye les cotisations, comment le parti est financé, alors, quelle formation politique les militants reçoivent-elles ou reçoivent-ils. Donc voilà quelle formation politique les militants reçoivent-ils. Donc voilà autant de questionnements, mais des situations qu'on a toujours déplorées. Vous allez de 35 listes, parfois 30, 40 listes pour les élections législatives, mais porteurs de quoi, de quel idéal? Et après, la vitalité de la démocratie béninoise. Oui, mais c'est quoi la vitalité de la démocratie? C'est du bavardage, c'est de la rhétorique, de cette théorie de démocratie, un peu comme pour continuer à défendre le topo de 90, de type il n'y a pas de démocratie sans développement. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Oui, si on se replonge dans le contexte de 1990, on peut se permettre encore ce slogan. Mais parce que au moment où le mur de Berlin tombait, au moment où les deux blocs, on finissait avec la guerre froide, avec la bipolarisation du monde, il y avait une sorte de pensée que désormais la vie, tout sera clean, tout sera propre, tout sera bien avec la démocratie pluraliste. C'est bien. Nous-mêmes au Bénin, on quittait la révolution marxiste-léniniste, et on se dit, bon voilà, ils ont monopolisé, ils ont caporalisé le pouvoir, il faut ouvrir, je vous le disais, parlait de la dictature militaro-marxiste, enfin chacun y allait, il fallait ouvrir. Et donc, comme je dis, les partis politiques animent la vie publique. Le problème est que, en ouvrant, qu'est-ce qu'on a? On est tombé de Caraïbes en Silla. On est allé dans tous les sens, avec des partis claniques, partis régionalistes, des partis maisons, des partis églises, des partis quartiers, des partis écoles, des partis. On est allé dans tous les sens.
Ça avait tout nom, sauf au nom d'un parti politique. Quoi. On n'en avait pas réellement. Alors, les gens ont tellement vite compris qu'ils ont commencé par faire des alliances. Mais quel type d'alliance? Des alliances qui bâtissent aujourd'hui, ils finissent les élections, les alliances se cassent. Oui. Ils vont au Parlement en faisant campagne sur l'option anti-gouvernementale, ils vont au Parlement, ils font alliance avec le gouvernement. Tout va dans tous les sens. Parce qu'il y avait aucun... L'essentiel est de se frayer des chemins, des portes, des sièges, à l'Assemblée nationale ou dans les conseils municipaux ou communaux. Voilà un peu là où on est. Donc la vitalité, non, c'était le désordre démocratique, c'était une sorte d'anarchie à l'interne où on allait dans tous les sens, où étaient les règles, où était, il fallait s'arrêter. Le drame dans l'affaire, c'est quoi? C'est que tout le monde, à un moment donné, était conscient que nous faisions fausse route. Mais non, la démocratie, mais non, la vitalité de la démocratie, tout le monde nous regarde, notre démocratie est exemplaire, même on a fini par nous laisser tellement aller qu'on a emmuré la Constitution, on l'a, comme je l'ai dit, tsarisé, c'est devenu notre star nationale, c'est-à-dire que intouchable. Oui, voilà, le régent, qu'on ne peut pas, qui est intouchable. Mais comment on peut faire d'une constitution un tabou? Constitution, c'est une dynamique. On a demandé à l'autre quelle est la meilleure constitution, pour quel peuple et à quelle époque. La constitution traduit les volontés d'une époque, les options de développement, les options de gouvernance à une époque donnée. En 1990, lorsque la constitution du 11 décembre 1990 était en train d'être rédigée, cette constitution était rédigée justement en réponse à la décennie de l'époque, donc à la décennie du parti de la Révolution populaire du Bénin et de tout ce que cela avait emporté. Du coup, les rédacteurs, les pères fondateurs de la Constitution ont beaucoup mis l'accent sur des droits, beaucoup sur des droits que sur des devoirs. Mais une société sans devoirs n'est plus une société équilibrée, où tout le monde revendique des droits et où personne ne semble s'offusquer de ne pas penser à ses devoirs. Les devoirs, c'est pour les autres, les droits, c'est pour soi. Ce n'est pas normal. On n'a pas besoin, même la dynamique morale voudrait que tout individu d'abord s'oblige avant d'exiger. Or, on a évolué dans ce douillet où voilà, c'est l'État qui doit tout avoir à disposition, sans oublier que l'État en question, c'est la somme et la conjugaison de nos efforts. Et quand on dit nos efforts, le nos est important parce qu'il y a le jeu de chacun est important. Moi, mes efforts conjugués avec les tiens, avec les autres, c'est ça qui fait l'État. On a oublié rapidement ça. Et tout le monde veut profiter de l'État. Tout le monde veut se servir de l'État. Et l'État est devenu servir l'État. Sans pour autant aucune notion, aucun souci et aucune contrainte personnelle, autocontrainte. Donc personne ne se contraint, ne s'oblige au service de l'État. Voilà là où tout ce qui est passé, tout ce que nous avons vécu. Alors, vous imaginez qu'il y a eu en 2006, Boni qui fait campagne sur quoi? Ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Il fallait que ça change. Il fallait que ça change. Et il suscitait beaucoup d'espoir. Justement parce que vous lisez les notes internationales, vous lisez les situations sur l'état du pays, on va vous dire que tout un pays gangréné par la corruption. Et par une avalanche de partis politiques sans base politique, sans doctrine, sans idéologie, la malgouvernance au sein de ces partis où seul le chef du parti est régent de son parti timonier et du parti financier en même temps. Il a droit de vivre. Mais quand il est régent, les timoniers, il a droit de vivre de mort sur tout le monde, c'est lui qui n'a pas de les sous. Parce que les autres ne... Voilà un peu l'état de... Alors, Yahibouni est arrivé, il a tenté de changer. Il n'a pas réussi parce que les contingences étaient là. Les blocages étaient nombreux. Et changer brutalement n'était pas facile. J'ai compris maintenant que changer ne peut pas être possible si on ne refondait pas. Parce qu'il s'est rendu compte que le verre était dans le fruit. Oui. C'est déjà notre constitution. Moi je le dis, il y en a qui refutent. Mais je dis, notre constitution a créé qu'une société de droit. Et rien que par sa structure et un certain nombre d'expressions. Regardez tout le débat qu'on a eu à faire sur le droit des travailleurs à la grève. Rien que ça suffit pour montrer que
c'était une constitution à réaction. Ce qui est normal à l'époque. On devrait déjà vite avancer. Et l'époque change aussi et le contexte n'est plus forcément le même qu'avant. Mais comment expliquer aujourd'hui les différentes supputations, les murmures, les grognes des mêmes acteurs qui ont souhaité l'évolution dynamique dont vous parlez aujourd'hui dans le contexte présent? Mais c'est ça que quand je vous dis que Yahi Boni a fini 5 ans après à se rendre compte que si on a fait des changements là, c'était difficile parce qu'il fallait refonder. Parce que le verre était dans le fruit. Il a donc parlé de la refondation de la République. Quand on parle de refondation, c'est on rase et on reprend. Refonder. Fondation. C'est la base. Donc, et Pascal Yeri Koupaki, qui était à l'époque ministre d'État, a tenté de théoriser le concept. Et a commencé d'ailleurs à en parler. Parce que tout le nœud est là. C'est au niveau de la fondation que l'édifice a été mal. C'est déjà qu'à niveau de la fondation que la maldonne a commencé. C'est là qu'il fallait agir. Briyaya a parlé en 2008 de la dictature du développement. Parce qu'on s'est rendu compte que ce slogan dit il n'y a pas de démocratie, de développement sans démocratie, valait sans doute pour des sociétés qui ont atteint certains niveaux d'épanouissement ou de prise en charge sociale, de prise en charge morale. Mais au Bénin, pour des gens qui sont restés enfermés dans un système dont ils n'ont pas compris grand-chose pendant 20 ans, lorsque à leur porte, c'est autour d'eux, il y a un autre système qui tourne, une fois qu'on leur donne un brin de liberté, mais ils prennent le large. Et ils oublient qu'il y a des obligations liées à ces libertés. Donc, la démocratie, oui, mais d'abord, avoir en visée le développement. Parce que, quelle est cette démocratie qui ne peut pas vous permettre de vous auto-suivre, de faire un bond entre l'analphabétisme en 20 ans, le PAPB, le régime révolutionnaire de 72 à 90, ça fait 18 ans, a plus fait en matière de lutte contre l'analphabétisme que les 29 ans de la démocratie. Tout simplement parce que, une fois la démocratie, parce que très peu se soucient de l'alphabétisation. Très peu. Lors des campagnes, les gens ils vont parler aux gens, mais après, dès que les élections sont terminées, ils disparaissent. Donc, en 20 ans de régime de parti unique, fondé sur la révolution, tout ce qu'on a dit là, les masses populaires, comme on le disait, étaient beaucoup plus au centre de l'action de pouvoir que les 30 ans de démocratie que nous avons eu. Où les gens ne comprennent rien à ce qu'on dit. C'est une petite élite avec un groupe que d'autres appelaient la bourgeoisie et que d'autres ajouteraient comprador. Donc ça dépend de qui parle. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une minorité. Une infime minorité. Je veux insister. Ça veut dire que c'est en parlant d'infime minorité, j'insiste. C'est eux qui en imposent à d'autres, qui sont fiers et heureux. Ils sont tellement fiers et heureux d'en imposer aux autres qu'ils ne font rien pour que les autres aussi acquièrent le savoir, acquièrent la connaissance pour en arriver à un niveau d'auto-examen, d'auto-analyse et donc de décision qui les impacte. Voilà. Donc, un système qui vous maintient en esclavage permanent des autres, en dépendance totale des autres. Voilà ce dont on a hérité dans notre affaire de démocratie. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Il n'y a pas de développement sans démocratie. C'est des élections où l'argent prend le large, où, bon, voilà, peu ou prou, il fallait bien que ça se tienne à étapes régulières, et que, bon, voilà, qu'importe si les gens ont de la qualité. Voilà. Développement, c'est l'absence d'une vision prospective de développement durable. Nous avons adopté le plan Bénin à l'affaire 2025, plan de développement national, au terme d'une étude de prospective à long terme. Mais aujourd'hui, évaluons comment on a appliqué Bénin à l'affaire 2025. Nous sommes en 2019, on est à 6 ans de 2025. Il n'y a même pas un rapport, en tout cas, ce n'est pas un rapport d'étape. Ce n'est pas un rapport de 15 ans, tout au moins, pour que la décennie restante, on puisse réorienter. Peut-être que les gens l'ont fait ailleurs, peut-être au niveau du ministère du Développement. Mais ça n'a pas été. Donc, du coup, ça n'a pas été rendu public. Du coup, on ne sait pas où on va. Et quand je dis Yahi Boni il a fait vraiment le diagnostic sociétal. Mais dans la mise en œuvre, il a failli.
il a tellement failli que je suis surpris qu'il n'ait pas compris aujourd'hui qu'il devrait être l'un des porte-parole de la nouvelle dynamique en cours. Parce que sous chaque décennie, comme je l'ai dit, une décennie que j'ai tout au moins moralement accompagnée, pour ne pas dire activement, parce qu'il m'est arrivé quand même d'intervenir suffisamment clairement là-dessus, parce que cela devrait nous faire le bon, hein, de l'évolution qu'il nous fallait pour capter la révolution attendue. On n'a pas pu. Donc, on est passé du changement, ça a échoué. On a lancé la dictature du développement, on l'a pas même exposé, on n'a pas conceptualisé pour que le débat se fasse autour. On a parlé de la refondation de la République qui devrait avoir pour premier socle la révision de la Constitution. Le concept n'a pas été bien partagé. Et puis, entre-temps, la crise a commencé et a fini par occuper tout le reste du mandat. Alors, celui qui arrive dit, je veux un nouveau départ. Un nouveau départ veut dire, nous allons changer de règle du jeu. D'abord, le président Talon, son projet de société, c'est le nouveau départ. Oui. Ça veut dire quoi? Que dans son analyse également, il comprend que nous ne pouvons plus continuer sur cette lancée. Nous ne pouvons pas continuer sur cette lancée. N'oubliez pas qu'il y a des proches de président Talon qui étaient avec Yahi Boni. Bien sûr. Hein, qui étaient dans les premières équipes de président Yahi. Quand on regardait Gaston Dessous, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, il était ministre de l'Agriculture de Boni Yahi en 2006, pour ne citer que lui. Mais il se maintient, c'est quelqu'un qui a une position stratégique dans le dispositif du président Talon, qui était déjà dans le dispositif de Yahi en 2006. Donc, la théorie, l'orientation donnée à Boni Yahi, donnée par Boni Yahi en 2006, n'est pas mauvaise. On se voit. Aujourd'hui, la preuve, quand Talon parle de nouveau départ, et quand il est allé au second tour, déjà même avant le second tour, dès qu'il y a eu la coalition autour de Jessou, il y a eu la coalition de la rupture. Et la rupture voudrait dire, nous allons rompre avec tout ce qu'il y a eu depuis lors, nous allons aller à un autre niveau. Mais une fois que le président Talon a gagné les élections, il est resté fixé sur son cap. En fait, il ne l'a pas dit et je ne suis pas proche. Je n'ai pas participé à la rédaction, je n'ai pas été consulté. Je ne suis pas du sérail. Mais quand vous regardez le fonctionnement du dispositif du président Talon, mais moi, il convient d'aller relire les théories de Yahi. Moi, j'ai fait les deux. J'ai été dans l'environnement Yahi. J'ai lu, j'ai essayé, à ma manière donc de contribuer. Mais quand je lis la théorie produite par Yahi depuis de 2006 à 2016, que ce soit ces discours, projets de société, des postulats, des interventions, vous vous retrouvez dans ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de théories, il y a peu de discours, et il y a beaucoup d'actions. Il y a tellement une évolution dans la manière de faire que on dans un regard pointé sur l'objectif et on ne se distrait pas par des bruits de l'extérieur. En réalité, si on vous suit bien, c'est que le courage politique qui avait manqué depuis les années précédentes se retrouve maintenant dans la gouvernance actuelle. Exactement. L'évolution est là. L'évolution est là, et à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, quand on parle d'années précédentes même, c'est trop loin. Les années de la décennie Yahi. Je le dis parce qu'en fait, le quinquennat Soglo, il fallait refondre, tout remettre en place. La décennie Kérékou, c'est de remettre la paix, la cohésion nationale. Donc, moi, je pensais que les premiers 15 ans de notre histoire, c'est de fonder, c'est de mettre le socle démocratique, c'est la paix, c'est bien. Mais une fois passé, je pense que Boni Yahi a démarré son mandat en se disant, bon, tout ça c'est bon, mais maintenant il faut qu'on avance. Développement. Voilà, changement. Donc, pour moi, je pense que le repère pour moi, c'est la décennie Yahi, où beaucoup de choses ont été diagnostiquées, franchement, de manière cohérente, mais qui très peu ont été réalisées. Alors, celui qui est là aujourd'hui, lui, sans doute, ayant lu déjà tout ce qui avait été écrit, ayant vécu dans le pays depuis des années, connaissant pratiquement tous les acteurs, lui, il s'est dit, la littérature perd du temps, les commissions vous perdent, parce que ça ne débouche sur rien, il n'y a que l'action qui puisse vous faire avancer, vous faire évoluer. Voilà, moi, de mon regard d'analyse d'observateur, comment je vois la vision du président et des talents.
Du coup, vous avez très peu de théorie et vous avez une pratique axée sur les objectifs et les résultats. Voilà là où on doit aller parce que nous sommes obligés d'y aller. Et ils partagent cette vision. Et ça, c'est la méthode Talon est quand même quelque chose que, loin de toute passion, les Béninois doivent analyser et appréhender. Il n'a rien imposé à son arrivée. Il a tout partagé à chaque fois. Le programme d'action du gouvernement a décliné les actions, les projets et les priorités. Ensuite, quand vous regardez le Parlement, il s'est fait construire une majorité parlementaire. Et il a dit, nous devons aller aux réformes. Et la toute première réforme devait être la réforme constitutionnelle. Donc ça rejoint la refondation de la République. C'est peut-être pas les mêmes orientations, mais c'est la même méthodologie. Il fallait retoucher à la Constitution. Et le président Talon parlait d'un quinquennat, oui. Un mandat unique. D'un mandat unique. En tout cas, le débat était de savoir si c'était un quinquennat ou un septennat. Il me semble que dans le projet présidentiel de 2017, c'était plutôt 6 ans. Voilà. Donc, un mandat unique de 6 ans, où le président de la République doit avoir la main. Beaucoup ignorent ça. C'est un mandat unique, mais où le président doit avoir la main de mettre en œuvre son programme. Mais doit avoir tellement la main qu'il ne doit plus se mêler des questions de succession parce qu'il n'est plus concerné. Mais sans raison, la politique politicienne jouant, ce projet a été retoqué, a été tout simplement rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dès avril 2017, le président Talon est obligé par les jeux des institutions de ranger au placard son projet de révision de la Constitution et donc de faire avec la Constitution qui est là. Et donc, il a recadré sa majorité qui a été un peu plus élargie et donc passer à la deuxième phase qui est plutôt la phase des réformes politiques sur la base de la Constitution du 11 décembre 1990. Et donc, avec 2 grands axes. On a parlé au niveau judiciaire, la modification de l'appareil, de la structure de l'organe judiciaire par rapport à la création de la CRIET. C'est un gros pas, c'est une évolution, c'est une révolution dont on a très peu parlé. Mais au niveau politique, la charte, la réforme de la charte des partis politiques et la révision du code électoral ont été les éléments phares donc des réformes politiques. Parce que, imaginez, toute notre vie politique est régie par les élections. L'article 3, le peuple exerce la souveraineté appartient au peuple. Et cette souveraineté, quand on dit souveraineté au peuple, c'est pas le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus. Au Parlement non, c'est ça, le peuple exerce sa souveraineté soit directement lors des référendums, soit à travers ses représentants élus lors des élections. Donc, le peuple, entité peuple, n'existe pas. Où on dit voici, je le touche. Le peuple, c'est soit lors des référendums, donne l'orientation de la Constitution ou des questions qui lui ont dit, voilà là où on doit aller. Ça, c'est le peuple qui décide directement. Ou alors, le peuple donne mandat à des représentants élus qui prennent la décision à sa place. Et donc, le chef d'État, se basant sur ça, c'est donner sa majorité au Parlement, qui est la structure à laquelle le peuple a donné mandat pour prendre des lois. Et toutes les seules lois qui ont été prises par le peuple. C'est des lois du peuple, prises par des représentants légitimes et légaux, donc régulièrement mandatés par le peuple. Il ne peut plus exister un autre peuple ailleurs pour venir dire, nous on n'est pas d'accord, la démocratie est en danger. C'est une usurpation à ce moment-là. Le peuple est celui-là qui a pris cette décision. C'est le peuple qui est dérivé donc c'est ce pouvoir, le législateur, le peuple souverain qui est détenteur exclusif de sa majorité, a confié ça par le jeu de nos institutions et a confié à l'Assemblée nationale. Quand on comprend ça ainsi, on peut ne pas comprendre tous les autres débats théoriques qu'on a eu à faire et nous en tenir au débat politique. Parce que le débat théorique nous a fait perdre du temps. Le débat légal, les textes ont été régulièrement votés, ont été régulièrement promulgués, ont été régulièrement
appliqués. Non, en tout cas, ont été votés, on fait l'objet de contrôle de constitutionnalité et ont été promulgués et publiés. Donc, c'est notre loi. Juste là, nous sommes dans nos tests. Il s'est trouvé des gens pour remettre en cause la fiabilité de nos institutions. Et quand vous entendez l'ancien président dire nos institutions ont failli et au nom de ça, demande l'insurrection. On n'est plus dans le droit. On n'est plus dans notre constitution du 1990. On est dans un appel au coup d'État. Non, on est au push. On est au coup d'État. Ou à un appel ou à l'apologie de toute la violence du push. Ça, c'est se méprendre sur la taille à portée de la constitution du 11 décembre 1990. Alors, parfois, c'est incompréhensible que des gens qui ont pu gérer l'État, qui maîtrisent un peu les mobiles, que ce soit juridique, constitutionnel, on arrive à ne pas forcément se rendre compte du respect strict des tests de la... C'est leur passion, c'est la passion. Et c'est la passion... C'est strictement politique? Oui, non, c'est la passion. C'est-à-dire que soit ils ont des comptes à régler, soit ils ont des agendas privés, soit ils ne comprennent pas. Donc, c'est pas possible qu'ils ne comprennent pas. Donc, parce que pour eux, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un recul, plutôt que dans une évolution. Ce n'est pas eux. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a des théoriciens qui ont perdu leur science. Ils sont, enfin, s'ils ne sont pas tarés, ils sont dépaysés. Comme j'adore, c'est une expression qui a rencontré ma croissance, c'est-à-dire qu'adolescent, jeune étudiant, j'entendais Kérékou dire ça et je pense que j'ai fait aller chercher vraiment et j'adore utiliser ça parce que au fil des années, je me suis rendu compte de combien il est incapable aux jeunes Africains, aux jeunes Béninois de discuter. Nos parents au village, en langue, discutent mieux. Le jeune, l'intellectuel, regardez nos forats, on ne peut pas discuter. C'est injure. Vous mettez un avis, on vous injure. Vous donnez votre position, on vous injure. On ne vous oppose pas une contradiction. On ne vous dit non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que. Non, on dit tu es un imbécile, c'est parce que toi tu es payé, tu as une honte pour ta famille. Donc on ne va pas t'injurer parce que tu émets un avis. Ouais, c'est-à-dire qu'un imbécile, quelqu'un pense qu'il peut te dire imbécile, vilain garçon, mauvais citoyen, corrompu, lui peut se permettre ça. Mais que lui n'a pas le droit, il n'a pas le devoir, l'obligation d'abord de savoir que la politesse commence déjà par ne pas injurer, que l'injure est l'âme des faibles. Lui, il ne connaît pas ça. Ça veut dire qu'il a un gros problème d'éducation. Peut-être à la maison, peut-être à l'école, peut-être les deux, un égaré. Quelqu'un qui n'en sait pas là où il doit aller. Ça, il ne sait pas ça peut-être. Alors que dans un système démocratique, qu'on défend, on devrait aussi accepter le point de vue de l'autre, mais dans la politesse. Non, déjà, il faut dire que la personne comprenne de quoi vous parlez. Donc, à partir du moment où le mec, ils ne comprennent pas. Il y en a qui sont à l'extérieur, ils ne comprennent rien à la réalité locale. Ils se lèvent, ils sont obligés, ils sont soumis aux lois des pays dans lesquels ils sont. Et vous les voyez, ils sont obligés de se cacher, de se ranger pour respecter strictement les lois des pays dans lesquels ils sont. Ils gagnent leur vie. Oui. Mais eux de là-bas, ils enflamment, ils viennent ici. Parce qu'ils estiment que là-bas, ils n'ont qu'à rester là où ils sont là. Des théories mal assimilées, parfois dans un langage alambiqué, ils arrivent à dire n'importe quoi. L'injure est l'âme des faibles. Ça, c'est une évidence. Oui. Et l'ignorance est l'un des vices qui crée le désordre dans le monde entier. L'ignorance, le fanatisme, la jalousie sont un certain nombre de pathologies des temps modernes. C'est ça qui crée le désordre, le fanatisme. C'est ça qui crée le désordre. Nous sommes dans une démocratie. Force doit rester d'abord à la loi. C'est le premier principe. Dans ce débat-là, qui parle de loi? On dit loi taille sur mesure. Bon, qu'importe. C'est le système démocratique. Toute loi est taillée sur mesure, dans l'absolu. Comme notre constitution, elle est taillée sur mesure. Il faut le savoir. La constitution de 11 décembre 1990 est taillée sur mesure. Elle a été écrite pour empêcher les anciens présidents de la